page YouTube. Merci Morgane. Bien, donc un titre, je l'espère, assez prometteur, hein, la santé mentale, un enjeu pour l'entreprise. Donc d'abord, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. L'idée, c'est d'explorer assez rapidement, qu'on a 1 heure à passer ensemble, la question de la santé mentale, dont on parle beaucoup actuellement, comme finalement une problématique sociétale, en lien avec ce que nous faisons au sein du cabinet, c'est-à-dire la prévention des risques psychosociaux et la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l'entreprise. Donc un enjeu de performance et un enjeu aussi sociétal pour chacun d'entre nous. Alors, vous dire quelques mots du cabinet. Catalyst Conseil, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas encore, on vous encourage d'ailleurs à aller voir notre site internet. C'est un cabinet breton qui a fêté ses 35 ans là, en décembre dernier. On a un certain nombre d'activités autour des parcours professionnels, autour de la performance des entreprises et sur la question de l'efficience des politiques publiques. Donc, je ne vais pas détailler ces champs-là, vous retrouverez ça sur notre site. Et nous sommes partenaires de l'emploi dans l'Ouest, notamment parce que nous sommes mandatés par France Travail et par France Compétences pour un certain nombre de prestations de marché public, notamment le conseil en évolution professionnelle, donc qui est ouvert à tous les actifs et professions libérales comment dire, du privé. Et puis, nous sommes aussi une entreprise avec un certain nombre d'engagements. On a notamment le label ESUS, hein, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, depuis 2019. On est adhérente aussi au cercle des dirigeants responsables de l'Ouest, le DERO, et nous sommes enfin signataires de la charte de la diversité. Voilà, aujourd'hui, c'est près de 300 collaborateurs en France, notamment essentiellement en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, mais aussi l'Aquitaine, la région PACA et puis la région parisienne. Voilà. Donc, 60 agences, hein, pour juste vous rappeler que nous sommes implantés sur l'ensemble des territoires pour justement pouvoir délivrer l'ensemble de ces services. Alors, un petit mot aussi sur l'implication du cabinet dans des actions territoriales de référence, notamment sur le champ des risques psychosociaux. On est signataire de la charte RPS en Bretagne depuis son origine, depuis 2012, je crois. Donc, avec un suivi régulier de nos prestations et de ce que nous faisons sur le champ de la prévention des risques psychosociaux, et l'obligation, au travers de cette charte, de respecter un certain nombre de principes d'intervention, notamment de placer nos interventions dans le cadre d'un projet d'entreprise, dans le cadre du dialogue social, en relation avec les partenaires sociaux. Enfin, je vous laisse découvrir ce que c'est que cette charte que vous pouvez trouver sur le site de la région et du Croct Bretagne. Et enfin, on a participé aussi à un lab action QVCT, avec la RACT Bretagne, qui aujourd'hui a donné naissance à Réflexe QVT, qui a permis en fait d'expérimenter des démarches autour de la question de la qualité de vie et des conditions de travail dans un certain nombre d'entreprises dans les années 2019-2020, avant la crise Covid. Voilà, pour vous situer un petit peu nos actions sur notre champ d'intervention concernant les risques psychosociaux et la promotion de la qualité de vie au travail. Alors, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est d'abord de planter un petit peu le décor autour de la santé mentale, qui est une composante essentielle de la santé, donc avec repères et définitions. Qu'est-ce qu'une bonne santé mentale? On va essayer de parler de ça. Quelques chiffres aussi, pour prendre la mesure de ce sujet. On viendra plus précisément ensuite sur de quoi on parle quand on parle de santé mentale au travail, hein, parce que là, l'idée pour nous, c'est de faire le lien entre la santé mentale qui nous concerne tous, mais aussi notre relation au travail. On verra enfin comment on prend en compte ces problématiques de santé mentale en entreprise, au travers de notamment la lutte contre les idées reçues et puis l'action en prévention. Et puis enfin, on verra aussi en quoi le travail est un facteur de rétablissement, donc quelles actions on peut mener au quotidien. Et puis Laurence vous parlera notamment de la formation de secouriste en santé mentale. Voilà pour le déroulé du webinaire. Alors, je prends la parole sur effectivement de quoi on parle, c'est-à-dire on va poser le sujet, on va dire, hein, dans un premier temps, les définitions, c'est quoi une bonne santé mentale? Alors, je vous propose de partir de cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui nous dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté.
Donc, on voit hein, que la santé mentale est une composante essentielle de la santé globale et qui elle-même, cette santé globale, représente bien plus que l'absence de troubles. Hein. Être en bonne santé, c'est une bonne santé donc physique et mentale. Donc, ça veut dire qu'on a déjà tous hein, une santé mentale et que le sujet intéresse tout le monde. Et donc, cette bonne santé permet vraiment de s'épanouir dans la vie de façon générale. Alors, il y a une chose importante à retenir aussi sur cette notion de santé mentale, c'est que c'est un continuum. On reviendra sur ce schéma de façon un petit peu plus détaillée, un petit peu plus loin, mais là, c'est juste de dire que déjà, une bonne santé, une santé mentale ne signifie pas ne pas avoir de troubles. Hein, sur ce schéma, on voit hein, que c'est un état qui peut varier tout au long de la vie en fonction de facteurs, on le verra aussi un petit peu plus loin, comme l'environnement social, familial, et aussi des facteurs personnels, hein, comme notre histoire de vie. Voilà, donc elle peut varier de ce fait-là. Elle varie donc sur un spectre qui peut aller du bien-être mental optimal à des troubles psychiques qui peuvent aller jusqu'à la maladie. Hein. Donc, on navigue continuellement, chacun d'entre nous, tout au long de notre vie, et même voire parfois au cours d'une même journée. Hein. Voilà. Donc, il y a un tas de choses différentes qui peuvent aussi nous tirer d'un côté ou de l'autre de ce continuum. Et en tout cas, il est assez normal d'avoir des hauts et des bas dans sa santé mentale et de naviguer dans ce continuum. Donc, ça signifie que tout le monde peut connaître des fluctuations dans son état mental en fonction d'événements de la vie, de stress, par exemple, au travail, de prédispositions biologiques aussi, malheureusement. Donc, ce n'est pas une catégorie fixe, la santé mentale, c'est plutôt un état dynamique qui peut évoluer selon les circonstances, les ressources, les efforts aussi individuels, parce qu'on peut agir aussi sur notre santé mentale, hein, et on peut donc mettre en place aussi personnellement, mais aussi de façon institutionnelle, on le verra un petit peu plus loin dans le champ de l'entreprise, pour améliorer son bien-être psychologique. Alors, quand on parle de santé, c'est intéressant aussi de poser la définition de quoi on parle quand on parle d'un trouble psychologique, hein, d'un trouble psychique, pardon. La santé mentale, on l'a vu, c'est pas régulier. Hein, donc, finalement, c'est quand on a un trouble psychique, c'est donc une pathologie qui va entraîner des changements majeurs de la pensée, des émotions et des comportements qui altèrent le fonctionnement dans la vie quotidienne et qui perdurent dans le temps. Hein. Donc, c'est quand ces troubles, ces difficultés entraînent des changements majeurs dans la façon de penser, dans les émotions, et quand ça altère le fonctionnement de la vie quotidienne durant un temps aussi, hein, parce que ça peut être quelque chose de ponctuel où on peut avoir comme ça un ressenti de mal-être, mais le trouble psychique, la notion de durée est importante pour le différencier d'un trouble un peu classique, dirons-nous. Alors, je voulais aussi vous présenter ce que sont les troubles psychiques les plus courants. Alors, quand je mets ici dans l'ordre, c'est dans l'ordre en termes de chiffres. Hein. Alors, pour commencer, on a les troubles anxieux. Les troubles anxieux, tout le monde finalement traverse des moments d'anxiété hein, dans la vie. Ça peut aller de l'anxiété modérée jusqu'à l'attaque de panique. Donc un trouble anxieux, bien évidemment, c'est plus sévère, va durer aussi plus longtemps et va avoir des conséquences sur la vie sociale, la vie professionnelle notamment. Donc on est vraiment pour différencier hein, ce qui serait de l'ordre de la perturbation, le différencier du trouble. On a ces trois notions qui sont importantes à retenir d'intensité, de durée et d'impact fort sur la vie. Alors, si je vais un petit peu plus loin sur les troubles anxieux, ben, il y en a plusieurs. Hein, dans les troubles anxieux, ça représente donc la pathologie la plus répandue en France, avec un impact significatif donc sur la santé mentale. Alors, on a dans les troubles anxieux ce qu'on appelle les phobies qui représentent, enfin, que l'on trouve, il y a 10% de la population active qui peut souffrir de phobies.
Les phobies, c'est l'anxiété sociale, hein, c'est des personnes qui vont avoir des peurs intenses, persistantes, d'être jugées ou humiliées lors de situations sociales. Ça peut entraîner un évitement d'ailleurs, hein, des interactions sociales et une détresse importante lorsqu'on est dans des situations où l'on se sent observé. Hein, donc, pour faire le lien avec le secteur du travail, on imagine, quand on souffre d'anxiété sociale, que c'est un vrai handicap dans certains métiers. Dans ces phobies, qui représentent 10%, on a aussi l'agoraphobie, peur des espaces ouverts ou des situations où il pourrait être difficile de s'échapper ou de recevoir de l'aide en cas de panique. Hein, donc, ça, c'est quand même un trouble assez courant, hein, aussi. Et ça conduit donc, pour ces personnes-là, à de l'évitement de certains lieux publics, voire à de l'isolement social. Sur les troubles anxieux, on a aussi les troubles anxieux généralisés, donc c'est 6 à 7% de la population adulte. Ici, on est chez des personnes qui vont avoir une anxiété excessive, incontrôlable, concernant des événements quotidiens. Hein, c'est là notamment qu'on va retrouver les TOC, par exemple. Donc, c'est des personnes qui éprouvent des préoccupations constantes, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, notamment. Et je terminerai sur les troubles anxieux par les troubles paniques. Donc là, c'est des survenues de crises de panique soudaines, récurrentes, qui sont caractérisées par des symptômes physiques assez intenses, hein. C'est assez impressionnant de voir quelqu'un faire un trouble panique. Alors, c'est pas dangereux du tout, mais pendant que la personne vit ça, elle pense qu'elle va mourir. Hein. Donc, c'est quelque chose de très fort et on a dans la population des personnes qui peuvent souffrir de ça et qu'on peut retrouver dans le monde du travail. Voilà, sur ces aspects-là, ben après, on a des troubles moins courants, hein, qui sont les troubles psychotiques, que l'on retrouve aussi quand on parlera de la formation secouriste en santé mentale. Ça fait partie des sujets qu'on aborde quand même. Morgane, il faudrait que tu reviennes un petit peu en arrière, excuse-moi, parce que j'ai passé du temps sur les troubles anxieux. Je voulais aussi, parce que c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans le monde du travail, parler un petit peu de la dépression. Hein, la dépression, c'est un trouble de l'humeur, hein. Le terme médical, c'est le trouble dépressif caractérisé. Et chaque année, on a 10% de Français qui connaissent un épisode dépressif. Fred reviendra un petit peu plus loin sur les chiffres, mais c'est important quand même de poser ça. Et puis, la dépression, c'est souvent un trouble qui va être associé à d'autres troubles, comme les troubles anxieux, mais aussi des problèmes, par exemple, liés à l'utilisation de substances, comme l'alcool. Hein. On peut avoir comme ça dans les troubles psychiques des situations qu'on appelle de comorbidité, où les personnes ont plusieurs troubles à la fois. Alors juste pour peut-être préciser et visualiser aussi comment on peut rencontrer dans le monde du travail des personnes atteintes de dépression. Les signes et symptômes de la dépression, hein, rapidement, c'est des personnes qu'on va noter avoir une humeur triste persistante, de la perte d'intérêt, de plaisir dans les activités, et notamment les activités professionnelles, le manque d'énergie, la fatigue, se sentir inutile ou coupable sans raison objective, penser beaucoup à la mort, hein, ça peut être dans la dépression, le risque, c'est les tentatives de suicide, les difficultés à se concentrer, à prendre des décisions, se sentir ralenti ou bien agité, à l'inverse, des problèmes de sommeil notamment, et puis de la perte d'intérêt pour l'alimentation ou à l'inverse, trop manger. Hein. Donc, c'est des symptômes qu'un professionnel de santé va regarder pour faire un diagnostic et poser le diagnostic de la dépression. Et pour que l'on parle vraiment de dépression, là aussi, on est encore sur cette notion d'intensité, d'impact et de durée, hein, puisque ce sont des éléments qu'on peut trouver éventuellement au quotidien, hein, ces états un petit peu de baisse de morale, mais voilà, l'intensité va faire la différence. Voilà pour ces éléments-là. Alors, plusieurs facteurs, hein, qui peuvent agir positivement, négativement sur notre santé mentale.
Hein, donc, alors, on ne peut pas prédire hein, si un individu développera véritablement un trouble psychique, puisque ça dépend finalement d'une interaction complexe de ces facteurs qui sont avant tout donc trois catégories. Hein. C'est les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux. Et donc, certains sont plutôt immuables, hein, comme les facteurs biologiques, mais les facteurs psychologiques et sociaux peuvent bouger. Et donc, notamment, ils peuvent dépendre de stratégies globales, alors que ce soit au niveau d'un pays, mais ça peut être aussi au niveau d'une entreprise, hein, en matière de prévention, d'offre de soins, d'amélioration de conditions de vie, d'inclusion sociale. Et puis, on voit que tout ce qui est le tissu relationnel est quelque chose aussi d'important. Donc, finalement, hein, les facteurs qu'on a à titre individuel, donc tout ce qui peut être de la génétique et aussi en termes de ressources psychologiques, ben, on n'est pas tous égaux devant tout ça, hein, puisqu'on peut avoir une bonne ou faible estime de soi, par exemple. On peut aussi être à l'aise plus ou moins dans les interactions sociales. Donc, c'est des facteurs plutôt propres à notre comportement qui peuvent être des ressources ou au contraire des manques. Et puis, dans l'environnement, on a aussi donc, tout ce qui est les interactions. Hein, c'est ce que montre aussi ce schéma. Et puis, de façon plus générale, le contexte sociétal, on voit que ça peut aussi agir hein, sur la santé mentale. Hein, on a des gens qui peuvent être très paniqués par rapport à tout ce qui est le changement climatique, l'actualité, etc. Donc, c'est des facteurs importants. Alors, sur la santé mentale, on a plusieurs ressources. Ici, ben, rapidement, hein, elles sont affichées là, mais voyez que dans ce continuum, finalement, si vous vous posez la question, ben, hein, qu'est-ce qu'il faut regarder peut-être pour s'alerter pour soi-même ou pour les autres, hein, vous avez ici quelques détails sur quand on parle de bonne santé globale. Hein, on est sur une bonne santé physique, psychologique, émotionnelle, relationnelle. Et puis, on voit qu'on peut parfois être en réaction à des événements de la vie, tout simplement, qui amènent des défis à surmonter. Et donc, on peut ici être dans des moments de tristesse, d'irritabilité, de remise en question. On peut être dans un ressenti aussi dans le corps ben, de tension, de maux de tête, de tension relationnelle éventuellement. Et puis, on peut avoir comment dire, des postures hein, qui sont autour de la procrastination, diminution de l'activité. Bon, hein, tant qu'on est sur ce côté-là du schéma, finalement, on est sur des choses un petit peu de la vie quotidienne. Là où il faut être plus regardant, c'est sur ce qui peut être de l'ordre de la perturbation. Hein, où ici, on peut basculer sur une santé qui va basculer sur de l'anxiété, de la frustration. On commence à avoir de la difficulté à se rétablir, ça commence à être récurrent, on commence à se sentir dépassé. On peut avoir même des problèmes cognitifs, hein, de mémoire, le rendement au travail, le présentéisme notamment, hein, qui n'est pas forcément une qualité, et puis l'évitement, le retrait social. Et puis enfin, on peut basculer ici dans la maladie. Alors, je vois, oui, qu'il y a des réactions. Ici, hein, je vous fais un résumé de... On pourrait passer beaucoup de temps sur ce schéma, mais enfin, voilà. C'est l'idée ici de regarder quels sont les signes et puis de se dire que finalement, le message que je veux vous laisser là sur ce schéma, c'est que si on partage bien quelque chose tous, c'est notre vulnérabilité. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous une santé mentale qui peut nous rendre à un moment vulnérables et c'est partagé par tous. Personne n'est à l'abri, mais c'est aussi cette vulnérabilité éventuellement une source de richesse parce qu'on en tire aussi quelque chose qui peut finalement se transformer en compétence dans notamment le milieu du travail et au sein d'une entreprise. Hein, d'où l'importance aussi de prendre en compte cette situation de santé mentale en entreprise. Donc, on peut aussi retenir que certains, nous-mêmes ou des collègues, peuvent avoir besoin de soutien à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça va durer dans le temps. Donc, c'est important aussi d'être en veille là-dessus.
Et donc, tous ces signes peuvent faire que l'on peut réagir. Alors, le premier interlocuteur, c'est le médecin du travail, hein, enfin le médecin traitant, pardon. Et on peut évoquer des choses avec lui quand on se sent en fragilité. Et puis, on peut être aussi un bon collègue dans le monde du travail où on peut être en vigilance et en écoute, hein, puisque la première chose à faire qui ne nécessite pas beaucoup de moyens, c'est d'écouter aussi son entourage, notamment professionnel. Très bien, merci Laurence pour ces éléments clés sur Voilà, voilà. j'ai été vite, hein, mais bon. Voilà. Non, mais c'est très bien. Voilà, qui nous permet un petit peu de découvrir ce champ de la santé mentale et des troubles qui peuvent être associés. Pour planter un petit peu aussi des éléments de contexte, hein, et rappeler en quoi c'est un enjeu sociétal, d'abord, c'est se rappeler effectivement qu'on a, d'après effectivement l'OMS, 4 Européens, euh, pardon, un Européen sur 4 qui est touché par des troubles psychiques au cours de sa vie. Ça veut dire qu'on est voilà, tous, comme le disait Laurence, susceptibles d'eux ou susceptibles d'avoir quelqu'un dans son environnement. Un sur 4, c'est quand même beaucoup. Typiquement, avec une prévalence de troubles mentaux, 12 millions de Français, hein, soit environ 20% de la population, sont concernés par un trouble mental. Selon Santé publique France, on sait qu'en France, on est un peu comment dire, les principaux consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en Europe et peut-être dans le monde. Laurence a rappelé, troubles anxieux, 15% de la population, dépression, 5 à 7% des adultes, troubles liés à l'utilisation de substances, donc les addictions en particulier, et puis les troubles de l'humeur, voire de psychose, qui sont également répandus. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que là, on parle des adultes parce qu'on parle du travail, mais on a aussi aujourd'hui une sensibilisation assez forte à faire auprès par exemple, des enfants et des adolescents. On a vu en quoi la crise Covid, par exemple, avait énormément affecté les enfants et les adolescents, notamment dans leur cursus scolaire. Donc la santé mentale, c'est plus large encore que nous, hein. Ça peut aller aussi, bien sûr, jusqu'aux retraités. La dépression, même chose, depuis une personne sur 5 hein, qui souffrira de dépression au cours de sa vie en France, chiffre INSERM de 2021. Voilà, donc même chose dans nos familles, dans nos environnements, c'est quelque chose qui peut effectivement nous impacter. Et puis, même chose sur donc on a dit 5 à 7%, donc une personne sur 5 souffrira de dépression au cours de sa vie, et 5 à 7% des adultes sont affectés chaque année par la dépression, ce qui est quand même aussi important. Et enfin, la question des suicides, 9 000 suicides, 200 000 tentatives de suicide par an en France. C'est 25 décès par jour, hein. On a vu, il y a le procès actuel là, je crois que c'est du patron de France Télécom, hein, me semble-t-il. Dans les années 2008-2009, on sait à quel point c'est un sujet qui peut être en lien avec le travail. Donc voilà, c'est important, 25 décès par jour aujourd'hui qui peuvent être liés notamment à des problématiques aussi touchant au travail. Voilà, les hommes qui représentent 75% des suicides, hein, un phénomène bien documenté, notamment à l'INSERM et puis Santé publique France. Donc c'est des chiffres que vous pouvez retrouver par ailleurs. Intéressant aussi de se poser la question des impacts en termes de coûts. Donc, on va le voir, deuxième plus gros problème de santé des 15-29, hein, je parlais notamment des jeunes tout à l'heure. Deuxième cause de handicap. Première cause d'invalidité et d'arrêt de maladie de longue durée. Ça, c'est un vrai aussi sujet pour les entreprises. Et puis, 75% des personnes concernées développent un signe avant 25 ans. Voilà. Le coût des troubles pour la société, c'est environ 100 milliards d'euros par an, hein, donc étude qui a été menée en 2014 par l'Observatoire des maladies chroniques. Donc 100 milliards d'euros, vous imaginez, c'est énorme. Et puis les troubles mentaux qui représentent 19 milliards d'euros de dépenses annuelles pour l'assurance maladie, qui met en évidence hein, le fait que les troubles psychiques, c'est le premier poste de dépense parmi les pathologies devant le cancer et les maladies cardiovasculaires, hein. Encore une fois, c'est des chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie de 2021, donc des chiffres récents. Donc, troubles mentaux qui représentent, hein, qui représentent 19 milliards et c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Enfin, en Europe, les dépressions, on a parlé de ça tout à l'heure, hein, c'est 617 milliards d'euros par an, avec 272 milliards qui sont liés à l'absentéisme et à la question aussi du présentéisme, la perte de productivité qui est estimée à 242 milliards, les frais de santé 63 milliards, et les allocations pour inaptitude à près de 40 milliards. Donc on voit que le coût de ces affaires-là liées à la santé mentale sont non négligeables au niveau des impacts de santé publique. Alors, on va revenir sur cette idée de santé mentale et notamment au travail,
Laurence a parlé de la santé mentale de manière générale, et là, on va s'attacher à faire les liens avec le travail. Je rappelle des éléments clés qui peuvent être liés à cette problématique de RPS, puisque en fait, la limite est assez ténue en fait dans certains symptômes entre ce qu'on peut caractériser sur des problématiques qui peuvent être liées à à ces risques professionnels, oui, donc les risques psychosociaux, liés à des facteurs de risque qui peuvent être liés au travail, et puis potentiellement à cette sensibilité individuelle, Laurence le rappelait, ou à une sensibilité aussi liée à la société. Souvent, il y a des liens intéressants à faire et importants à faire entre la situation individuelle de quelqu'un, sur le plan personnel, sur le plan familial, et en même temps sa situation au travail. Parfois, c'est totalement étanche, totalement indépendant, mais parfois, c'est effectivement très lié. Donc, je rappelle, hein, les RPS, il y a ce qu'on appelle les violences externes, donc tout ce qui nous expose à, par exemple, le contact avec un public en particulier, en tout cas, ou avec un fournisseur ou avec un client. Il y a effectivement la question du stress, hein, c'est l'essentiel en fait du sujet, et puis les violences internes, donc qui peuvent être liées à des problématiques de harcèlement, notamment des conflits au sein du travail. Ça, c'est les trois risques tels qu'ils sont définis dans la nomenclature hein, des risques professionnels. Et puis, on a un certain nombre de conséquences pour les salariés, donc des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques. On sait maintenant le lien très étroit qu'il y a entre RPS et TMS, par exemple. La dépression et l'anxiété, Laurence en a parlé. L'épuisement professionnel ou le burn-out, comme on en parle aussi beaucoup. Et puis, potentiellement aussi le suicide. On a un certain nombre de gens qui, malheureusement, se suicident aussi pour des causes liées au travail. Donc ça, c'est juste pour rappeler effectivement voilà, ce que sont les risques psychosociaux. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir effectivement la limite ou pas d'ailleurs cette fluctuation qui peut y avoir entre, et cette interconnexion qui peut y avoir entre cette santé mentale de manière générale et la santé mentale liée au travail. Mm. Alors, important de rappeler que les risques psychosociaux, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein, mais ce qui est nouveau, en l'occurrence, entre guillemets, c'est leur prise en compte récente. Je parlais tout à l'heure du procès qui est en cours là, sur l'affaire des suicides. C'est 2008-2009, le rapport Golac, Michel Golac, 2011. Donc ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, une quinzaine d'années qu'on s'intéresse à la question et qu'on a essayé de comprendre les choses. Donc plusieurs facteurs qui ont contribué à l'émergence des risques psychosociaux, notamment dans leur prise en compte, hein, l'évolution du monde du travail, les mutations technologiques, les transformations organisationnelles, les nouvelles formes de management, la temporalité, l'immédiateté aussi de l'activité, par exemple sur les connexions qu'on a avec le numérique aujourd'hui, le climat social, le sociétal qui peut être préoccupant et qui est aussi hyper médiatisé, l'affaiblissement des ressources aussi qu'on peut trouver, la transformation des organisations. Ces facteurs, ils peuvent générer des situations de travail qui sont à fort impact pour la santé mentale et physique des salariés. Donc, on l'a identifié, stress, anxiété, dépression, burn-out, harcèlement moral, les conflits, et ce qui sont autant finalement de sources de difficultés et de mal-être pour les personnes. Hein, donc, c'est très en lien avec ce que Laurence évoquait tout à l'heure sur cette dynamique de santé mentale. Oui, alors, et donc je rajoute justement qu'à ces RPS très identifiés, notamment avec le rapport Golac, si on parle de santé mentale, on est plus largement aussi sur ces troubles qu'on vient d'évoquer, hein. Donc, ça veut dire des états psychologiques qui peuvent être temporaires ou permanents, plus ou moins sévères, et qui peuvent entraîner donc gêne, souffrance, perte de capacité, problèmes comportementaux dans la vie quotidienne et au travail. Et puis, on est aussi hein, sur des situations de détresse psychologique, de souffrance. Donc là, on est sur... alors Morgane, je te laisse afficher aussi la deuxième phrase, s'il te plaît, qui est sur cette souffrance psychologique, cette détresse qu'on peut rencontrer aussi. Hein, c'est pas forcément pathologique, mais ça peut aussi être handicapant. Donc voilà, situation éprouvante, difficultés existentielles, ça fait partie aussi du quotidien de l'être humain. Voilà, alors comment est-ce qu'on peut prendre en compte les problématiques en santé mentale en entreprise? Alors, beaucoup de choses à faire, hein, et on va essayer de rester dans le timing, mais je voulais vous proposer un petit panel d'idées reçues. Alors, la première idée reçue, c'est que la santé mentale ne concernerait pas le monde de l'entreprise. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire là, j'espère que, que vous êtes convaincus que, au contraire.
Donc, récemment, hein, on a vu, on le dit à travers aussi notamment cette fameuse pandémie, qu'il y a eu une augmentation significative et on le voit aussi parmi les accidents de travail et les maladies professionnelles en France. Donc, quelques chiffres clés hein, sur les accidents du travail. Selon le rapport de l'assurance maladie Risque Pro de 2021, 20 000 cas de troubles psychiques ont été reconnus comme accidents du travail en France. Ça inclut des troubles tels que le burn-out, les troubles anxieux, la dépression, qui sont désormais de plus en plus reconnus comme des conséquences directes du travail, en particulier dans des secteurs à forte pression, comme la santé, l'éducation, les services publics. Donc ça, c'est les accidents du travail. Les maladies professionnelles, 600 cas de troubles psychiques ont été reconnus comme des maladies professionnelles. Ces cas concernent donc des travailleurs qui ont développé des troubles psychiques à la suite de conditions de travail difficiles ou de situations prolongées de stress élevé ou aussi de situations de harcèlement. Et puis le burn-out, les troubles dépressifs en lien avec l'environnement professionnel représentent aussi une proportion importante des maladies professionnelles dans les années récentes. Voilà pour cette idée reçue. Alors, autre idée reçue, on ne peut pas prévenir les risques psychosociaux, hein, on ne peut agir que si la personne est déjà en souffrance. Donc, Frédéric, tu reviendras tout à l'heure là-dessus, mais bien au contraire, on peut intervenir et plus on intervient en amont, tu le souligneras, plus ça va être efficace. Donc, on peut être sur des différents types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire. C'est d'ailleurs une obligation, hein, la première obligation de l'employeur qui doit tout faire pour garantir le risque zéro au plus près. Autre idée reçue, il faut être vraiment fragile psychologiquement pour faire une dépression à cause de son travail. Hein, en fait, la réalité, c'est que le travail, comme l'a dit Frédéric, a connu de profondes transformations. L'intensification des rythmes, notamment la précarisation, l'automatisation, la dématérialisation, et j'en passe, qui peuvent engendrer donc des effets néfastes sur la santé physique et mentale. En France, d'ailleurs, les troubles de santé mentale touchent une part importante, hein, on l'a vu, de la population active. Et environ 20 à 25% de la population active serait concernée par un problème de santé mentale à un moment donné de sa vie. Donc, ce qui inclut hein, la dépression, l'anxiété, le burn-out, le trouble bipolaire. Donc, on disait, un travailleur sur 5 qui présente des symptômes de troubles psychiques. Hein, donc, on peut être à la fois au travail et être détenteur de troubles psychiques hein, pour lesquels on se soigne. Et donc, ces symptômes hein, peuvent être de l'anxiété, dépression, troubles du sommeil, au signe de stress professionnel intense. Le burn-out en particulier hein, est de plus en plus répandu avec une augmentation de l'absentéisme et de la perte de productivité associée à ce phénomène. Et donc en 2020, Malakoff Humanis soulignait hein, qu'un salarié sur 3 se déclarait en situation de stress élevé au travail. Voilà. Bon, et puis ben, ces chiffres, en tout cas, hein, pour mettre en évidence hein, l'importance d'une meilleure prise en charge de la santé mentale dans le milieu professionnel. Alors, il y avait un quatrième que j'ai passé. Oui, les personnes souffrant de troubles psychiques sont incapables de travailler. Ben voilà, c'était sur cette dernière idée reçue que je développais ces derniers chiffres, effectivement. Hein. Donc, ce sont à la fois des personnes avec des troubles, mais qui sont dans l'entreprise. On a une petite question, Laurence. Peux-tu définir plus précisément le burn-out? Le burn-out, c'est une situation, comme le terme le dit, hein, on est brûlé de l'intérieur, hein, c'est-à-dire que le burn-out est vraiment, alors parfois on le confond hein, avec la dépression, mais on peut être en burn-out et en dépression, mais pas. En fait, le burn-out est vraiment, concerne vraiment le travail. On peut être une personne en très grande difficulté par rapport à son travail. Et dès qu'on en sort, on retrouve son allant et voilà. Hein, donc, on est sur des personnes qui vont être beaucoup dans l'isolement, hein, beaucoup aussi dans le cynisme, dans vraiment déconnecté de ce qui était avant
souvent pour ces personnes-là, puisqu'on dit souvent que le burn-out concerne les personnes qui, à un moment donné de leur vie professionnelle, étaient aussi les plus impliquées. Et qui ont subi finalement des désagréments très forts pour eux et pour leur équilibre psychique en termes de valeur au travail, en termes de reconnaissance. Donc, c'est pas que la charge. Voilà. Alors, je vais revenir sur la question des facteurs de risque, puisqu'on a parlé des risques, mais c'est important de savoir comment on peut agir en prévention. Maintenant qu'on a compris que la santé mentale était un enjeu sociétal et un enjeu pour l'entreprise, et que finalement cette dimension, elle est très, très fine, très sensible, hein, et la limite entre les deux, elle est pas évidente du tout, puisque les symptômes peuvent être les mêmes, comme le rappelait Laurence. Alors, je rappelle, mais ça, c'est des choses que vous pouvez trouver dans la littérature, mais reposer le cadre. Donc, l'un des facteurs de risque, c'est l'intensité et notamment le temps de travail. Donc, tout ce qui va concerner la surcharge, notamment les objectifs, voilà, qui peuvent être irréalistes ou flous. Voilà, un certain nombre de sujets autour de l'intensité, de la complexité et le temps de travail. Un autre facteur de risque, c'est les exigences émotionnelles. Donc, ça peut être les tensions avec le public qu'on accompagne, ça peut être le fait d'être en confrontation avec la souffrance ou la détresse humaine, qu'elle soit liée à des collègues ou qu'elle soit liée aussi à un public que l'on accompagne. L'exigence aussi de devoir cacher ses propres émotions dans le travail, c'est aussi un facteur de risque important. Le manque d'autonomie. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça, hein. Donc, les marges de manœuvre qui peuvent être limitées, un rythme de travail qui ne permet pas d'agir sur son organisation personnelle, etc., etc. Les rapports sociaux qui peuvent être dégradés aussi, donc un conflit avec sa hiérarchie ou un conflit entre collègues, des conflits de valeurs, ne pas être fier de son travail, ne pas être fier de soi, ne pas pouvoir produire aussi un travail de qualité, on appelle ça un conflit de valeurs, avoir des orientations qui ne correspondent pas à ses propres valeurs personnelles. Et puis, l'insécurité de la situation de travail, bah, par exemple, une entreprise dans laquelle on a des doutes sur son avenir parce que elle est confrontée à un plan social, par exemple, bah, c'est effectivement une insécurité. Son poste va être supprimé parce que il y a un projet de réorganisation, il y a une nouvelle machine qui va arriver, il va falloir se former, etc. Toutes ces situations où potentiellement on se sent en insécurité par rapport à sa situation de travail. Voilà, les 6 facteurs de risque, juste pour replanter le décor et voir effectivement, comme le disait Laurence, qu'on peut agir en prévention. Et nous, ce qui nous intéresse quand on agit en prévention, c'est bien sûr d'identifier et de caractériser le risque, hein. Comme le dit Laurence, c'est une obligation réglementaire, c'est dans le code du travail, hein, sur la santé. Et aujourd'hui, c'est aussi clairement défini sur la question des risques psychosociaux. Le risque psychosocial étant un risque comme les autres à intégrer dans le document unique et dans le PAPRIPACT, hein, le plan d'action pluriannuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail. L'idée, c'est de se dire qu'on peut agir, donc Laurence l'a rappelé aussi, en prévention primaire notamment, éviter que le risque ne survienne. En prévention secondaire, bah, le risque existe, on va aider les gens à faire face à ce risque. Je suis à l'accueil d'une structure, bah, je vais apprendre par exemple à gérer des incivilités, gérer des personnes qui vont effectivement ne pas être très sympathiques avec moi. Ça, c'est de la prévention secondaire. Et puis enfin, ce qu'on appelle de la prévention tertiaire, mais qui est aussi plus une problématique de réparation, c'est notamment bah, des cellules d'écoute, par exemple, pour prendre en charge la souffrance au travail des personnes qui sont, elles, déjà sur voilà, un risque psychosocial avéré. Alors, ce qui est important, c'est de se dire bah, comment on peut agir, on l'a vu, donc facteurs de risque, notamment comprendre quels sont les facteurs pour agir sur l'organisation du travail, et puis comprendre aussi et pouvoir faire cette part entre finalement les troubles, les symptômes qu'on va effectivement repérer. Et c'est ça, en fait, la vigilance qu'on souhaite vous partager aujourd'hui, qui fait de nous tous finalement un acteur de la santé, un sentinelle finalement dans l'entreprise sur ces enjeux de santé mentale. Donc là, on l'a évoqué sur voilà, les impacts, hein, au travers des choses qu'on peut repérer. Donc les troubles psychosociaux, c'est souvent lié à des dérèglements émotionnels, comportementaux et sociaux, en raison de situations de stress intense ou prolongé, d'injustice perçue, de conflits interpersonnels ou d'autres facteurs environnementaux, pour caractériser la partie risque psychosocial, hein, donc lié au travail. Donc, dans les symptômes physiques, on va trouver des troubles du sommeil, de la fatigue, des douleurs, des problématiques d'appétit. Dans les symptômes intellectuels, on peut trouver de la déconcentration,
des problèmes de mémoire, donc d'oubli, un manque de vivacité intellectuelle. Dans les symptômes émotionnels, on va trouver de l'irritabilité, de l'inquiétude, de l'impatience, donc qui vont se manifester effectivement dans le travail. Et tout ça, ça va avoir des conséquences hein, dans le comportement professionnel des gens, avec une forme de désorganisation, du retrait, Laurence l'a évoqué, de la précipitation aussi dans l'action, parfois de l'agressivité. J'ai vu un petit message passer tout à l'heure. Il peut y avoir de la violence, effectivement, et de l'agressivité. L'absentéisme. Donc, en fait, ces symptômes vont se manifester aussi au travers de conséquences comportementales. Et c'est ce sur quoi il faut qu'on soit attentifs les uns les autres. Et c'est en ça que avoir cette sensibilisation à la santé mentale, et notamment la santé mentale en jeu pour l'entreprise, bah, c'est notamment prendre conscience que voilà, dans le cadre de l'entreprise, on peut identifier un certain nombre de symptômes qui permettent de se dire, bah, tiens, mon collègue va pas bien, ça peut être soi-même, mais ça peut être aussi un collègue, et d'être en veille, en vigilance par rapport à ça. Éviter d'arriver à effectivement cette extrémité dont on a parlé tout à l'heure, que serait la prévention, enfin, que permettrait la prévention tertiaire par la prise en charge d'une personne qui serait en souffrance au travail. Donc, c'est détecter ces problématiques avant que la personne ne soit effectivement en souffrance au travail, avec les conséquences qu'on a pu envisager tout à l'heure. Voilà, donc le travail, il faut l'envisager aussi comme un facteur de santé et un facteur de rétablissement. Et je vais laisser la parole Oui. à Laurence. Donc, effectivement, bon, par rapport à tout ce qu'on a dit, et pour des personnes notamment qui ont peut-être un trouble psychique avéré, installé, on sait que le travail a un peu contribué au rétablissement d'une personne, parce qu'on parle aussi, quand on parle de trouble psychique, de rétablissement, hein. Donc, ça veut dire, un petit détail important, c'est vrai que des personnes peuvent avoir des troubles comme la dépression dont on ne guérit pas, c'est-à-dire que c'est pas, ça ne disparaît pas, mais on se rétablit grâce à un traitement adéquat, hein. Donc, en tout cas, l'univers du travail peut permettre aux personnes de se rétablir, puisque ça va être l'organisation de son temps, ça va être vivre au même rythme que les autres citoyens, améliorer l'estime de soi, notamment la reconnaissance de ses compétences, un sentiment d'accomplissement, hein, puisque le travail, normalement, avant tout, est plutôt un vecteur de santé, hein, avec cette notion-là euh, de, 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 de s'accomplir, d'avoir une place dans la société. Donc, permettre de développer son réseau social, c'est aussi ça le travail. C'est aussi hein, permettre à chacun d'avoir des relations sociales. Et puis, il y a tout ce qui est sens au travail, hein, qui nourrit donc les besoins psychosociaux. Alors, on a aussi finalement, quand on parle des obligations des employeurs, quand on parle des politiques, les politiques diversité et handicap, tout ça permet aussi de faire que le travail, l'univers du travail, est un facteur de rétablissement, hein. Donc, on a dans ces politiques et ces obligations d'employeurs, ben, les risques psychosociaux, Frédéric en a parlé. On a aussi donc tout ce qui est qui permet de promouvoir le bien-être au travail, donc écoute, équilibre vie pro-perso. On peut retrouver ça d'ailleurs dans tout ce qui est la qualité de vie au travail. Donc il y a tout ce qui est le management avec le soutien aussi des collaborateurs. Donc notamment là-dedans, il y a la qualité des dialogues, il y a les compétences des managers à être eux-mêmes formés à tout ce que l'on vient de voir pour mieux manager leurs équipes. Il y a très concrètement aussi tout ce qui est les politiques de diversité, de handicap, hein, qui sont aussi des leviers de la qualité de vie au travail. Donc, adapter les postes, l'inclusion, la sensibilisation des collègues à un collègue avec un handicap, par exemple. Et en tout cas, tous ces enjeux, enfin, toutes ces politiques visent les enjeux qui sont bah, tout ce qu'on peut trouver finalement de négatif quand tout ça n'est pas pris en compte, c'est l'absentéisme, c'est l'engagement professionnel. C'est comment aussi on fabrique un environnement inclusif, puisque comme je le disais tout à l'heure, la vulnérabilité fait partie de l'humanité, et comment tout ça peut être respectueux et performant, et notamment s'inscrire dans une politique RSE, par exemple. Alors concrètement, hein, dans le travail au quotidien,
Il y a plusieurs choses qui peuvent contribuer à tout ça. Il y a les aménagements favorables qui peuvent être donc la souplesse des horaires, ça peut être aussi la qualité du management, hein, se préoccuper des personnes autant que de la production, hein, c'est-à-dire peut-être être aussi plus présent dans les moments difficiles pour les managers. L'écoute, la disponibilité, on l'a dit, c'est vraiment des choses très basiques, mais les plus efficaces, hein, finalement. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas laisser la personne seule, qui peut être en fragilité, face à des obstacles professionnels. Donc, en tant que manager, notamment, évidemment, comme on a dit aussi, que ça peut se dérouler dans un moment de vie, hein, pas forcément tout le temps. Hein, c'est comment on est vigilant à ces états-là et comment on peut contribuer à aider. Donc, il y a la reconnaissance, hein, les retours positifs, alors du manager bien sûr, mais des collègues aussi, les supérieurs hiérarchiques. Ça, c'est des signaux puissants pour aider la personne à se rétablir. L'organisation des tâches, tout à fait concrètement, hein, c'est comment on diminue l'anxiété, l'angoisse d'une personne qui peut être en fragilité ou en perte de confiance en aménageant peut-être sur un temps donné son poste de travail et l'organisation de ses tâches, peut-être revoir les objectifs, etc. Hein, donc, ça, c'est important. On a aussi dans ce qu'on vous affiche ici, donc tout ce qui est les aménagements favorables, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ben, il y a la souplesse des horaires éventuellement. En tout cas, tout ce qui est aménagement, quand on a pu échanger avec la personne, qui peuvent permettre, plutôt qu'une démotivation ou de l'absentéisme, c'est de la maintenir dans l'emploi en tant que source de rétablissement. Voilà, et puis anticiper les tensions, c'est de façon générale, hein, on l'a vu et on le connaît bien, nous, dans nos interventions avec les risques psychosociaux, c'est que c'est peut-être plutôt d'ailleurs un signe que l'origine des choses, mais les tensions nous disent beaucoup quand on les étudie un petit peu sur ce qui est peut-être à traiter, améliorer en termes d'organisation du travail. Alors, il y a ça, et puis, effectivement, j'allais le dire, il y a aussi la formation de secouriste en santé mentale qui peut être dans ce qu'on peut mettre en place au quotidien, quelque chose d'intéressant à mettre en place. Sur cette slide, je vous propose juste des ressources, hein, comme Psycom Santé Mentale Info, qui est un très bon site, qui est un organisme public, hein, d'information, d'orientation et de sensibilisation sur la santé mentale. De la même manière et de façon plus locale, on a la communauté 360 d'Ille-et-Vilaine qui est très riche, hein. C'est donc aussi là un site internet que vous pouvez trouver qui concerne en fait tout ce qui est situation de handicap. Alors il y a plusieurs rubriques, mais dans ces rubriques, il y a notamment la santé mentale et c'est très riche pour trouver peut-être un partenaire. Peut-être que dans vos équipes, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un problème d'addiction. Eh bien, en allant sur ce site, vous pouvez trouver le professionnel ou peut-être les groupes de pairs aidants aussi, hein, qui sont des outils intéressants à proposer peut-être à un collaborateur ou à son propre collègue quand on voit, si on reste sur le problème de l'addiction, de lui proposer, de lui dire, là, il y a un groupe qui se réunit, hein, quand on parle de groupe de pairs aidants, ce sont des personnes qui partagent le même trouble ou sont passés par là et qui vont en fait se réunir, hein, comme on connaît les alcooliques anonymes par exemple, mais c'est un des supports très, très importants à proposer à une personne qui peut avoir un trouble psychologique, psychique. Alors là, il y a ça, il y a aussi très important, hein, c'est le 3114, hein, qui est le numéro à appeler par rapport au suicide. Donc, pour vous, pour un collègue, pour une personne de votre entourage, ça peut simplement donner de l'information. Donc, c'est des professionnels au bout du fil qui peuvent vous donner beaucoup d'informations, mais qui peuvent aussi vous guider quand vous êtes en situation d'être face à quelqu'un qui vous dit, ben voilà, hein, qui vous nomme qu'il a des idées noires.
qu'il a préparé son départ, hein. C'est des choses qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise, qu'on peut retrouver, nous, quand on accompagne des personnes dans le monde de l'entreprise qui sont en souffrance, hein. Quand on est dans l'équipe psychosociale individuelle, par exemple, les personnes peuvent nous confier qu'elles ont pensé à mettre fin à leur jour. Donc, le 31-14, c'est vraiment un numéro très important quand on parle de santé mentale. Et puis donc, cette formation, premier secours en santé mentale, ben, effectivement, donc, vous en dire deux mots, hein. Donc, moi, je suis secouriste, mais aussi maintenant formatrice, hein. Donc, c'est quelque chose que le cabinet Catalyst propose aussi à ses clients, c'est de former donc au sein d'une entreprise, par exemple, un groupe de personnes qui va être secouriste en santé mentale. Donc, cette formation, elle date de 2001, elle vient d'Australie. C'est vraiment à l'origine une formation citoyenne, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme pour les troubles physiques, c'est de former des secouristes à l'échelle du monde qui ont le même contenu de formation. Donc, c'est une formation, ça se passe en 2 jours, hein, et c'est très rigoureux dans le contenu, simplement dans l'idée aussi que tout le monde au niveau mondial ait les mêmes informations. Voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une formation qui s'adresse à tout public majeur. Alors, il y a une spécialisation d'ailleurs dans cette formation pour les jeunes, hein. Donc, on peut choisir d'être secouriste spécialisé pour le public jeune, mais sinon, donc, on est sur le public très large, des adultes. Et donc, le programme, c'est 4 objectifs pédagogiques, hein. C'est donc acquérir des savoirs de base concernant les troubles de santé mentale. C'est mieux appréhender les différents types de crises mentales. C'est développer des compétences relationnelles face à ces personnes qui, manifestement, sont en train de vivre un trouble mental. C'est donc être en capacité de les écouter sans jugement, les rassurer, leur donner une information adaptée et puis mieux faire face éventuellement au comportement agressif. Donc, c'est un programme de formation qui forme des individus à reconnaître les signes et les symptômes des troubles de santé mentale et à fournir une première réponse, mais évidemment avant que la personne puisse accéder à des soins professionnels, hein. Vous n'êtes pas formé à être thérapeute ou un spécialiste du soin, bien entendu. Mais c'est quand même important parce que c'est, comme l'évoquait tout à l'heure Frédéric, finalement, dans le monde du travail, en tout cas, des secouristes en santé mentale peuvent être des personnes référentes pour ces questions de santé mentale. Merci Laurence pour ces éléments clés. Voilà. Donc en conclusion, hein, l'idée c'est que, et c'est ce qu'on vous incite à faire, hein, c'est plutôt agir pour promouvoir la santé mentale en entreprise. Rappeler que le bien-être au travail, c'est pas juste à mettre en parallèle de la parfaite santé, puisqu'on l'a vu, la santé, comme le rappelait Laurence dans le cadre du burn-out, on peut être en difficulté au travail et retrouver son énergie par ailleurs, selon l'état dans lequel on se trouve à ce moment-là. C'est aussi important de se rappeler que la capacité à se réaliser professionnellement, et je l'ai évoqué tout à l'heure on l'a vu tout à l'heure dans les besoins psychosociaux, c'est un point clé, hein, central pour se sentir bien dans le travail, donc pouvoir se réaliser dans ce que l'on fait. Et on a rappelé les 4 besoins psychosociaux qui donnent du sens au travail. Et enfin, c'était l'objet de de ce webinaire ensemble, c'était cette idée de sensibiliser les acteurs à ces notions de santé mentale et d'impact pour l'entreprise en matière notamment de risques psychosociaux. Voilà, on est arrivé au terme de notre présentation. On espère l'un et l'autre, je pense, avoir été clair, vous avoir donné un peu d'appétence aussi pour le sujet, envie d'aller plus loin. Laurence vous a signalé un certain nombre de ressources. Voilà, on vous souhaite effectivement de trouver des informations complémentaires dans ces informations. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Bon, il reste 3 minutes. Si jamais vous aviez une dernière question, c'est le moment. En tout cas, ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Catalyst Conseil, ainsi que d'autres replays également. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à Frédéric et Laurence d'avoir animé cette thématique. Merci Morgane. Merci. Merci Laurence. Merci à tous pour votre Merci attention. à tous. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.